Nous sommes aujourd'hui plus de 7 milliards d'êtres humains sur Terre. En 2050, d'après les prévisions, nous serons plus de 9 milliards. Malgré cette constante augmentation de population, les ressources de notre planète ne sont pas inépuisables, et nous devons trouver une solution afin de les exploiter durablement. L'agriculture industrielle, omniprésente dans notre production alimentaire, est responsable de la destruction écologique de la planète, de la disparition de milliers d'espèces et de milliers d'emplois. Elle participe à l'épuisement des ressources en eau et contribue au réchauffement climatique. L'élevage est responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre. 65 milliards d'animaux sont élevés chaque année dans des conditions insupportables. Pour les nourrir, des millions d'hectares de forêts sont rasés et remplacés par des cultures de maïs et de blé qui, par l'utilisation d'intrants toxiques, épuisent et polluent les sols. Pour répondre à cette problématique, nous avons traversé Paris pour trouver des solutions et des personnes qui changent les choses. Dans nous, il y a Léonie, Joshua, Zacharia, Clément, Yakov et moi, Alexandre. Au cours des 100 dernières années, 1 milliard d'hectares de terres fertiles se sont littéralement volatilisés. La FAO s'inquiète de l'avenir des surfaces restantes. Dans un rapport de 650 pages, publié en décembre à l'occasion de la clôture de l'année internationale des sols, elle constate qu'un tiers des terres arables de la planète sont plus ou moins menacées de disparaître. Nous nous sommes donc demandé où nous cultiverons demain. Notre première visite fut à la ferme urbaine de la recyclerie. Et du coup, ce potager, il sert au restant. Bientôt. Et pour l'instant, voilà, je suis arrivé il y a 6 mois, et c'est vrai que du coup, j'ai pas répondu à votre question. Je suis venu aussi je suis venu en tant que bénévole, en fait. Je suis venu donner un coup de main pour restaurer les talus qui sont là au naturel pendant 2 jours. C'était quelque chose de très physique, très dur. Et quelques temps après, on m'a fait une proposition. En fait, ils cherchaient un jardinier à plein temps pour s'occuper du potager, pour lancer le potager qui a été designé par ce jeune Léonard et Nguyen Van T. Et en gros, il y a eu 5 ateliers participatifs pour faire ce que vous voyez là sous vos yeux, c'est-à-dire un jardin en pleine terre, dans Paris, où on va cultiver et faire pousser des légumes, voire peut-être aussi des fruits, en pleine terre. Et c'est des choses qui quasiment impossibles à trouver. Ça commence à se développer, il y a d'autres expériences dans Paris ou entre les maréchaux. Bon, nous, on a fait il y a 7-8 mois, des analyses du sol. Il s'avère que la terre est polluée. Donc on a quand même lancé un protocole de test pour voir comment ça poussait. On s'est aperçu que même si la terre est polluée, que ça poussait assez bien. Et notre première production a servi, on l'a goûté, on l'a trouvé plutôt bonne. Voilà, entre nous, on a eu peut-être 10 kilos de tomates, en gros, un peu moins, et quelques courges et après quelques choux. Ouais. Bah, si vous vous baladez, vous verrez. Bon, là, c'est l'hiver, il ne reste plus que les choux, mais donc on a goûté ces légumes, mais surtout là, ce matin même, on vient de recevoir les analyses d'AgroParisTech qui nous ont analysé tous nos légumes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aucun de nos légumes qui sont là ne sont atteints par la pollution. Il est donc possible de cultiver en ville. Cela permettrait d'augmenter notre surface cultivable tout en rapprochant producteurs et consommateurs. Nous nous sommes ensuite demandé comment nous cultiverons demain. Nous avons pensé à la permaculture. Mais qu'est-ce que la permaculture ? Permaculture is a design system
for how you put together a sustainable society. So if you have different elements like gardens and trees and ponds and compost and chickens and a house, how do you assemble all of those things in the cleverest way possible so that it requires the least amount of energy? So it's smart design for sustainability, I suppose. And it's very positive, and it's very solutions focused, and it's very inspiring, and it's a model for earth repair. I thought it was brilliant when I first heard it, the idea of a system for earth repair. I thought this is just genius. Nous avons aussi pensé à l'entomoculture. En effet, la culture d'insectes demande beaucoup moins de nourriture que l'élevage bovin et produit moins de gaz à effet de serre. Nous avons demandé à Gerta de Mazières, la chargée d'agriculture à l'ambassade de Finlande, si les insectes sont la nourriture de demain. Justement, il y a des personnes qui avaient proposé de commencer à manger des insectes, donc ça prend moins d'énergie à faire que pour prendre un nombre de calories. Mais le problème, c'est que en Europe, surtout, c'est pas une part de notre culture. Est-ce que vous pensez que ça serait possible de faire adapter cette nourriture aux personnes, ou ça serait un peu compliqué Mais je pense, déjà en Europe, il faut dire qu'en Europe, normalement, on n'a pas le droit le droit de vendre les insectes pour la nourriture humaine. Bon, il y a on arrive à en commander sur l'internet. Moi-même, j'en ai commandé, j'avoue, et j'en ai mangé. Mais d'ailleurs, sur le goût, bon, c'est pas dans ma culture non plus, mais franchement, ça a le goût des noisettes enfin, c'est comme les cacahuètes apéritifs. Moi, ce que j'ai mangé. Après, ou quelqu'un dit ça peut se faire un peu comme le poulet. Bon. Pour l'instant, c'est plus, pour la nourriture humaine, je pense que c'est plus le côté fan. Moi, je l'ai acheté pour les apéros, quand j'avais des jeunes, mes enfants, ils avaient des copains à la maison, je leur ai servi des insectes pour faire rigoler tout le monde, mais pour l'instant, ça reste là, quand même, principalement. Et d'ailleurs, c'est vraiment réglementé. Mais je pense que l'avenir des insectes, parce qu'en Europe, c'est surtout dans la nourriture des animaux. C'est-à-dire que ça se développe par contre énormément. Il y a des entreprises super intéressantes en France, en Finlande, enfin, dans beaucoup de pays, il y a des entreprises super intéressantes qui créent en fait qui font de la nourriture pour les animaux. On a fait déjà pas mal pour les animaux, des chiens et des chats, et comme ça on peut remplacer la viande par les insectes. Et eux, ça mange sans problème. D'ailleurs, les animaux en fait, mangent des insectes, donc il n'y a pas de problème. Et puis, on essaie de développer vraiment des produits intéressants pour le bœuf, pour les gros animaux. Et je pense que déjà, la première étape, ça va passer par là. C'est-à-dire qu'on va remplacer la viande qu'on donnait aux animaux par les insectes. Et ensuite, la prochaine étape, mais ça sera dans plus longtemps, peut-être pour les humains. On ne va pas remplacer tout. Mais franchement, même je ne sais pas, dans notre culture, ça dépend comment c'est préparé, comment c'est présenté, quels insectes c'est. Enfin, moi, j'en ai acheté à la maison, j'ai fait manger tout le monde a rigolé. Et puis, apparemment, le goût, à part les trucs qu'on vend, les petits insectes, c'est vraiment le goût des cacahuètes apéritifs, quoi. Donc c'est un peu la même taille, c'est pareil, quoi. C'est plus fan seulement, quoi. Mais je pense que les gens vont maintenant on mange bien les escargots, on mange les cuisses de grenouilles en France, on mange des choses comme ça. C'est pas tellement différent, c'est pareil, quoi. Il y a des Finlandais qui mangeront jamais des cuisses de grenouilles, ils sont malades les Français de manger ça. En France, on trouve ça normal. Donc les insectes, ça va être pareil. Après, on s'habitue. Mais c'est quand même quelque chose sur lequel on travaille pas mal dans beaucoup de pays, mais où il faut quand même encore développer. Il faut quand même, et puis il faut sécuriser, bien sûr. C'est quelque chose sur lequel il faut être très sécurisé. C'est-à-dire que parce que les problèmes liés aux insectes, c'est aussi que si jamais ils portent les maladies, etc., et que si jamais ils s'échappent ils s'abondent de leur exploitation, en fait, les fermes, enfin, c'est une sorte d'usine ou ferme où on les produit actuellement. Si jamais ils peuvent transmettre des maladies, s'ils partent dans la nature, ça peut aller très vite.
le développement des maladies. Donc il faut que ça soit très très encadré, et c'est pour ça que pour l'instant, enfin vraiment c'est une activité qui est très encadrée pour voir qu'il n'y a aucun risque ni pour l'environnement, ni pour les humains, ni pour qui que ce soit. Mais je pense qu'il y a des choses très intéressantes. Il y a une entreprise française qui s'appelle Insect avec un Y. Vous pouvez aller sur le site. Ils vont ouvrir une usine justement dans pas longtemps, là, vraiment, je pense au mois d'avril-mai, et qui est très intéressant. Mais eux, ils vont faire la nourriture pour les animaux. Au moins au début. Nous, on y va nature. Très bien. C'est une sorte de sauce. Voilà. En fait, je crois que je veux vraiment pas survivre. Non, par contre, celui qui bouffe le poule, franchement, ça n'a aucun rapport avec le projet. C'est vraiment juste pour le fun. Juste pour le fun, Je pense que je vais commencer par le Moi, je vais commencer par le seaweed. Filme la dégueulasse. Tu filmes. Vas-y. C'est bon, mais j'ai l'impression que dans un menu, faudrait en manger vraiment une grosse quantité pour se sentir rassasié. Enfin, c'est vraiment ridicule. Comme c'est tout petit. C'est clair. Mais je pense que la quantité, c'est pas un problème. C'est clair, c'est clair. Ah oui, la quantité, la quantité par rapport au prix. La quantité, ça fait pas mal. Justement, pour faire de la viande bovine, la viande bovine requiert 2 fois plus de bouffe pour alors produire ça prime, mais la sensibilité, parce que non, mais parce que c'est moins cher à produire en vrai. Oui, faut que ça devienne de plus en plus accessible. Ici maintenant, c'est compliqué. Non, mais j'ai envie de dire, là, c'est comme si on te faisait. C'est comme si le riz, personne n'en mangeait, et qu'on te faisait manger grain à grain. Ouais, mais Je dirais la même chose. Bon, tu prends une fourchette, tu te fais pas chier. Mais tu vas pas me bouffer des fourchettes. Ah, j'ai pas attaqué mon grignon. Le grignon, c'est pas mal, c'est un goût cacahuète. Ouais, c'est vrai que c'est une piste assez... Par mais contre, le verre de c'est assez farine, dérangeant ça n'a pour aucun moi. goût. Voilà. Mon Clément, Mais alors c'est si, agréable. C'est Ça croustille. croustillant, c'est croustillant. extrêmement fade, mais ça a un petit goût quand même. Voilà. Non, c'est-à-dire qu'en fait, à Ouais, force, les grillons, c'est vraiment très goûtu. c'est-à-dire que les verres de farine, à force d'en manger, le goût vient. Moi, je pense que. Sinon, c'est un peu hors sujet, mais je tenais à Non, parler. mais. Nous nous sommes enfin demandé comment les produits alimentaires de demain seront transformés et distribués. Pour répondre à cette question, nous avons commencé par interviewer le créateur de la cuisine note à note, Hervé Tis. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de la cuisine note à note et comment elle fonctionne? Juste avant ça, il faut que je repars de la gastronomie moléculaire. La gastronomie moléculaire, donc, c'est dans un laboratoire, c'est des scientifiques. Il y en a de plus en plus dans le monde, tout va bien, on fait notre boulot le mieux qu'on peut. La science, elle a des applications. Les applications, elles sont de 2 sortes. La première, c'est des applications pédagogiques. Si je vous montre une mayonnaise au microscope et que vous comprenez qu'une mayonnaise, c'est des gouttelettes d'huile dispersées dans de l'eau, vous ne pouvez plus faire autrement que de penser qu'une mayonnaise, c'est des gouttelettes d'huile. Donc votre esprit, il est changé. Il y a des gens qui détestent ça. On ne peut pas être indifférent par rapport à la science. On ne peut pas dire « je refuse ». Une fois qu'on vous a dit que la mayonnaise, c'était des gouttelettes d'huile dans l'eau, c'est terminé, vous le pensez pour le restant de vos jours. Donc la science, c'est la première objectif, à mon avis, le plus important, c'est l'objectif intellectuel. Le deuxième, c'est vrai, c'est des applications techniques. Et donc, entre la science qui produit des connaissances et la technique qui produit à manger, on va dire, il y a la technologie. Donc la technologie s'empare des connaissances nouvelles et elle en fait des techniques nouvelles. Bon. Ça, c'est le métier des ingénieurs. Bon. Donc il y a des ingénieurs au milieu. Alors, le malheur, c'est que dans mon cas, je suis scientifique, mais on sait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de penser que la science ne puisse servir à rien, en quelque sorte. Enfin, ils veulent toujours que ça serve à quelque chose. Ils veulent que ça fasse des médicaments, ils veulent que ça fasse... Bon. Alors, pour que les gens soient un peu contents, je me paye le luxe depuis 15 ans, tous les mois, de faire une invention par mois, à partir des connaissances scientifiques, et de montrer en disant, regardez comme c'est facile, comme c'est facile, comme c'est facile, comme c'est facile. Alors, il y a eu des petites inventions, une par mois, mais il y a eu aussi des grosses inventions. La première, c'était la cuisine moléculaire. Vous voyez, gastronomie moléculaire, et puis il y a la cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire, c'est cuisiner avec des ustensiles modernes. Voilà, c'est tout. Donc quand vous prenez un siphon pour faire une mousse, au lieu de battre comme un imbécile, comme au Moyen-Âge, battre un blanc en neige à la main, ça c'est le Moyen-Âge. Aujourd'hui, vous prenez un siphon, faites chut, et ça y est,
c'est quand même plus facile. De la même façon, vous n'êtes pas venu à Dodane ce matin, hein. Vous êtes venu en métro, en bus, en je sais pas quoi, mais on est au 21e siècle. Un jour, on sera au 22e, donc il faut y penser un peu. Donc, il y a eu la cuisine moléculaire. C'était il y a 35 ans, donc c'est un truc très ancien. Et en 94, je me suis dit, mais tiens, c'est rigolo. Regardez la musique, par exemple. La musique, dans le temps, il y a 2 siècles, on jouait du crin-crin. Hein. Et puis, il y a 1 siècle, on a appris à analyser les sons et à reconnaître que le son, c'est fait d'ondes sonores pures, 440 Hz, 441, 442, 443. Bon, il y a 50 ans, il fallait un ordinateur grand comme une pièce pour aller composer de la musique onde par onde. Bon. Et c'était la musique de synthèse. Et ben, en 1994, j'ai eu l'idée de faire pareil pour la cuisine. C'est-à-dire que dans le temps, on avait des carottes, des navets, des viandes de poisson. Et puis ensuite, il y a 100 ans à peu près, on a commencé à analyser les aliments. On voit que les aliments, c'est de l'eau, de la cellulose, du glucose, du fructose, du saccharose, des acides aminés, des pigments. Ben, pourquoi pas faire pareil que la musique de synthèse? C'est-à-dire qu'on prend des composés purs et on fait la cuisine avec ça. C'est ça la cuisine note à note. On pourrait l'appeler cuisine de synthèse. Oui, du coup, il y a une question, on va dire, qui se rajoute à celle-là. Quels sont les avantages de la cuisine note à note? Est-ce qu'elle a une utilité particulière? Est-ce que... Alors, il y en a plein, parce que sinon je ne m'y intéresserais pas. Alors, vous avez signalé que j'étais à GroParisTech et à l'INRA, ce qui est vrai. Ce que vous n'avez pas dit, c'est que, et c'est pas, on oublie les chevilles qui enflent, hein, c'est pas de la vantardise. C'est simplement factuel et ça vous permettra de mieux comprendre. Je suis aussi secrétaire de la section alimentation humaine à l'Académie d'agriculture. Bon. Et c'est à ce titre-là que je suis préoccupé de qu'est-ce qu'on va manger. Moi, demain, je suis mort. Enfin, en 2050, je ne serai pas là. Hein. Mais il y aura sans doute, enfin, on hésite entre 8 et 15 milliards d'êtres humains sur la Terre. On sait nourrir 6 milliards, on ne sait pas nourrir 15 milliards. 15 milliards, c'est peu probable. Enfin, s'il y a 15 milliards, il y aura une guerre mondiale, c'est possible. Mais enfin, pensons 10 milliards, qui est une hypothèse acceptée par beaucoup. Si on a 10 milliards à nourrir, alors qu'on sait en nourrir 6, ça pose quand même un vrai problème. Donc, comment faire pour nourrir? Voilà une préoccupation qui, quand je suis au labo, je ne m'occupe pas de ça, mais dans ma vie politique, c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est de me dire comment on va faire pour nourrir vous, mes enfants, les 10 milliards qui seront là. Alors, aujourd'hui, les académies du monde entier semblent avoir identifié qu'il y a un gain possible en productivité agricole avec le gaspillage. C'est-à-dire que si vous transportez des pommes ou des tomates jusqu'à des villes, pendant le transport, elles s'abîment parce qu'il y a des micro-organismes, parce qu'elles sont abîmées, ben voilà. Et donc, les chiffres de la FAO, c'est sans doute 30% de gaspillage. Vous voyez que si on supprime 30% de gaspillage, ça veut dire que l'agriculture pourrait nourrir 9 milliards aujourd'hui. Donc là, on a passé le cap. Bon. Donc c'est déjà quelque chose. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on gaspille? On gaspille parce qu'on transporte des tomates et on transporte de l'eau et des pommes et des machins. Mais c'est idiot de transporter des tomates parce que les tomates, c'est de l'eau. Donc on transporte des tomates qui vont s'abîmer et en fait, on transporte de l'eau. Une tomate, c'est 95% d'eau. Donc il faudrait mieux enlever l'eau à la ferme et transporter une poudre, comme le sucre en poudre, qui lui n'a aucun problème, se conserve sans froid, parce que le froid n'est pas durable. Le froid, il y a des fluides frigorigènes et il y a l'énergie. Donc il faut sans doute faire attention à penser des systèmes alimentaires sans froid. Bon. Et donc si vous avez des protéines, des sucres, des acides aminés, etc., tout ça se stocke parfaitement sans froid, et à ce moment-là vous faites la cuisine note à note, cette cuisine de synthèse dont je vous parlais. Vous voyez qu'il y a une espèce de chaîne agricole, et que la cuisine note à note, c'est que un élément du projet note à note qui commence à la ferme. Alors après, on peut faire mieux. Vous voyez, derrière moi, il y a un arbre. Alors, les végétaux, ils ont des racines qui pompent la sève brute. Ça arrive dans les feuilles. Là, CO2, H2O, de la lumière, ça fait une usine chimique, ça synthétise des sucres et des acides aminés, qui redescendent dans les canaux, là vous avez les xylèmes et les phloèmes, et c'est stocké dans les racines. Mais si c'est des sucres et des acides aminés, ça veut dire que dans l'arbre ou n'importe quelle plante, le gazon que vous tondez, il y a des sucres et des acides aminés. Donc pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas à extraire les sucres et les acides aminés? Auquel cas on a des sucres et des acides aminés, on fait la cuisine avec, il s'appelle la cuisine note à note. Vous voyez, il y a des tas d'avantages.
Et il y a peut-être des inconvénients aussi. Il faut apprendre à bien se nourrir comme ça. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on sait pas? Enfin, il y a des tas de questions. Et donc on a, vous voyez, je vous ai dit 2050, 10 milliards d'êtres humains, donc on a 35 ans devant nous pour travailler. Voilà. Et il faut travailler vraiment très fort. Nous sommes ensuite allés voir David Prache, secrétaire de la MAP du 6e arrondissement. Alors, qu'est-ce qu'une AMAP? Alors une AMAP, c'est un regroupement de consommateurs qui veulent manger mieux et qui décident de passer un contrat avec un agriculteur qui, lui, a décidé de produire mieux et sans pesticides, sans produits chimiques, donc de produire bio. Et en fait, la MAP crée ce lien entre les consommateurs, qui sont en fait des consommateurs, je vais vous expliquer après pourquoi, et cet agriculteur. Voilà, donc on lui achète sa production en s'engageant sur 1 an. Donc pendant 1 an, l'agriculteur sait que toutes les semaines, il aura à livrer une certaine quantité de légumes. Il adapte, c'est pas forcément les mêmes quantités chaque semaine. Et nous, on paye d'avance. Voilà, enfin, on fait des chèques qui sont touchés régulièrement, mais dès le début du contrat, on lui donne 1 an de revenus d'avance. Alors, quels sont les avantages d'une AMAP, je pense? Alors la MAP, ça a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est que nos légumes viennent directement du producteur. Ça passe pas par une ribambelle de grande distribution et de grossistes, etc. Donc on sait exactement d'où ça vient. On le sait d'autant plus qu'on est obligé, une fois par an, d'aller aider notre agriculteur dans son exploitation pour l'aider un dimanche ou un samedi par mois à planter, récolter, désherber, monter des serres. Donc on sait vraiment d'où viennent les légumes. Ça, c'est fondamental. En plus, ils sont bio. Et même plus que ça, parce qu'ils sont en biodynamie, nos légumes. Donc la biodynamie, c'est plus que le bio, c'est-à-dire que ça respecte les phases de la Lune. C'est assez particulier, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est le top du bio. Donc ça, c'est les avantages on sait ce qu'on mange, d'où ça vient, on sait que c'est bon. On aide un agriculteur à vivre. Un agriculteur qui a décidé de ne pas faire une grande exploitation avec des pesticides à mort, mais d'avoir une agriculture raisonnée, humaine, saine. Et donc on l'aide, et effectivement on l'aide à vivre. Et Baptiste, il ne vit que par ces 3 AMAP réunis. D'accord. Pose tes questions. Alors pourquoi vous appelez les consommateurs les consommateurs? Parce qu'on fait plus que consommer, on s'implique dans l'association, on est là pour distribuer, on va chez Baptiste pour l'aider à planter et récolter, et puis on assume qu'il puisse y avoir des problèmes. Par exemple, pendant des années, Baptiste a essayé de récolter des poireaux, il n'a jamais réussi, il s'était toujours attaqué par des moucherons, il ne pouvait pas se défendre contre les moucherons puisqu'il ne pouvait pas mettre de produits chimiques. Et on a dit ok, tant pis, on mangera pas de poireaux, c'est pas grave. Il y a des semaines où les quantités sont moindres parce que pour différentes raisons, et on dit ok, pas de souci, la semaine prochaine il y en aura plus ou ce sera le mois suivant. C'est pas un problème, on raisonne sur l'année et on sait que sur 1 an on aura tout ce qu'il faut, et donc ça, il n'y a pas un problème. Et puis en plus, on est tous engagés, on est tous un peu écolos sur les bords. C'est une façon ouais, c'est un peu comme dans le film Demain, on s'engage à notre façon, parce qu'on n'a pas forcément le temps de faire des milliards de choses, mais là au moins on aide un agriculteur et on fait en sorte qu'il y ait un circuit court en plein Paris, et ça c'est quand même top. D'accord. C'était toute une question. C'est bon ? Demain, nous apprendrons à mieux aménager notre espace afin de devenir indépendants en alimentation. Demain, nous cultiverons de façon respectueuse de l'environnement et de notre santé. Demain, nous changerons nos habitudes alimentaires afin de moins gaspiller. Demain, nous changerons notre façon de transformer les aliments pour limiter les rejets de gaz à effet de serre. Demain, nous rapprocherons producteurs et consommateurs. Demain, si nous agissons individuellement et collectivement, nous satisferons les besoins alimentaires de l'humanité.